Merci beaucoup d'être là pour notre troisième session. Donc maintenant, nous allons accueillir des spécialistes des tumeurs endocrines et neuroendocrines. Et ici, j'ai à ma droite Julien Hadou qui va vous parler de ça. Et nous suivrons sur les tumeurs pédiatriques. Et je suis ravie d'avoir notre collègue, Dr Pablo Berlanga, pour discuter des tumeurs pédiatriques. Julien, à toi. Oui, bonjour. Donc on va commencer avec les tumeurs neuroendocrines à l'ASCO 2023. Et principalement, c'était des données sur des nouvelles molécules et des données rétrospectives et pas d'essais changeant les pratiques. Donc on va commencer avec la tumeur neuroendocrine de la thyroïde, qui est le carcinome médulaire de la thyroïde, qui représente 5% de l'ensemble des cancers de la thyroïde et qui est caractérisé par une forte présence de mutations du gène RET, à la fois au niveau somatique, mais également germinal. Donc on a eu des données de phase 1 du KL590586, donc un nouvel inhibiteur sélectif de RET développé en Chine, avec, comme vous le voyez là sur le kinogramme, une activité vraiment spécifiquement sur RET. Ce qui est intéressant sur cette molécule, c'est ce que vous voyez à droite, c'est qu'il y a une activité sur les mutations du codon 810, qui sont les mutations de résistance que l'on peut retrouver après progression sous les inhibiteurs en cours de développement, selpercatinib et pralzetinib. Donc c'est une étude de phase 1 en escalade de dose, de 10 à 120 mg par jour. L'IC90 était atteinte. Il y avait 90 patients inclus, dont 24 patients avec carcinome médulaire de la thyroïde. Le profil de toxicité était plutôt satisfaisant, avec assez peu de toxicité grade 3-4, pas de DLT, des toxicités principalement au niveau hépatique. Comme vous le voyez, des taux de réponse qui sont très intéressants, avec un taux de réponse à 60%, un taux de contrôle de la maladie à 90%, donc similaire à ce qu'on voit avec les inhibiteurs sélectifs de RET, comme le selpercatinib et le pralzetinib. Donc pas de DLT, il y a des cohortes d'expansion qui sont prévues à 60 et 90 mg. Il y aura des études aux États-Unis, en Europe. Ce qui est intéressant, c'est cette activité sur les résistances, mais finalement, là, dans les données qu'on a vues, seulement 15% de patients étaient pré-traités, donc on ne sait pas encore vraiment quelle va être l'efficacité sur les résistants. Et puis, est-ce qu'il va y avoir un développement hors cancer du poumon, et en particulier pour le carcinome médulaire de la thyroïde? Je pense que c'est aussi une question importante. Deuxième étude, toujours dans le carcinome médulaire de la thyroïde, mais également le cancer du poumon, c'est le RED-Registry. Donc c'est une étude multicentrique internationale de 16 centres pour évaluer les mécanismes de résistance à ces inhibiteurs sélectifs de RET. Donc 89 patients ont été inclus, encore une fois majoritairement des cancers du poumon, mais 13 carcinomes médulaires de la thyroïde. Donc qu'est-ce qu'on apprend avec cette étude? C'est qu'on a 13% de mutations on-target, c'est-à-dire au niveau du gène RET, et c'est principalement les mutations du codon 810 dont on a parlé avant. Et puis on a 44% de mutations off-target, donc pas du tout sur RET, et les plus fréquentes sont des amplifications de MET, et on a seulement 5% de mutations KRAS. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment la différence entre cancer du poumon et cancer médulaire de la thyroïde. Ce qu'on sait à partir des données de l'étude STING à Gustave Roussy, c'est que finalement le profil de résistance sur les CMT est peut-être un peu différente, puisqu'on a 50% de mutations RAS dans les cancers de la thyroïde après inhibiteurs sélectifs de RET. Donc on a probablement des mécanismes qui sont un peu différents entre le poumon et la thyroïde. Deuxième étude intéressante cette fois-ci pour les carcinomes neuroendocrines peu différenciés, c'est cette phase 1 de l'anticorps bispécifique anti-CD3, anti-DLL3, qui inclut des patients avec un carcinome bronchique à petites cellules, mais également des patients avec carcinome neuroendocrine extrapulmonaire et également à grandes cellules. Des patients qui étaient sélectionnés sur une immunohistochimie DLL3 positive. Et il faut dire que les carcinomes médulaires de la thyroïde, qui eux n'étaient pas inclus, sont aussi des tumeurs neuroendocrines qui expriment beaucoup DLL3, et donc c'est pour nous une molécule d'intérêt. En termes de profil de toxicité, il y avait surtout des syndromes de relargage cytokinique, de l'asthénie, de la fièvre. Et si on regarde les résultats d'efficacité, on regarde là les patients en vert qui ont un carcinome neuroendocrine extrapulmonaire. Le taux de réponse est un petit peu décevant puisqu'on est à 19% de réponse partielle. On va dire que c'est ce qu'on obtient avec de la chimiothérapie de deuxième ligne, FOLFIRI ou FOLFOX.
mais par contre, la durée de réponse n'était pas atteinte, donc probablement qu'on a des réponses qui sont prolongées et qu'il va falloir un peu travailler le biomarqueur et savoir un petit peu quels sont les patients qui sont le plus à même de répondre à cet anti-DLL3 bispécifique. Et puis, dernière étude dont je voulais parler, c'est l'actinium dotatate. Donc, c'est la nouvelle génération de radiothérapie interne vectorisée. Donc, vous savez qu'on a couplé la somatostatine à des molécules radioactives, et en particulier le Lutathera, qui est un émetteur bêta. Et donc là, l'actinium, c'est un émetteur alpha. Donc, qu'est-ce que ça change? C'est une molécule qui a plus d'énergie au niveau de radioactivité, qui va induire des doubles cassures de l'ADN plutôt que des simples cassures, et qui par contre va avoir une irradiation hors de la tumeur qui va être plus faible. Et donc on attend avec impatience les premiers résultats de cette phase 1. Là, ce qui a été présenté à l'ASCO, c'est la toxicité sur 17 patients inclus, 100% pré-traités déjà par radiothérapie interne vectorisée. C'est des patients qui ont des tumeurs neuroendocrines bien différenciées, 70% d'origine digestive, et finalement un profil de toxicité qui est assez similaire à celui du Lutathera. Donc c'est une étude qu'on va sans doute avoir bientôt à Gustave Roussy, et qu'on espère avoir des résultats d'efficacité très bientôt. Et donc je passe la parole à Pablo. Merci, vas-y Pablo. Parce que, voilà, Donc, merci beaucoup. Merci. Oui, donc merci beaucoup. On change des populations, on change d'accent, maintenant l'espagnol. Et on va passer vite. Donc, globalement, il y a plein de choses à l'ASCO. Globalement, j'ai vu trois grands axes. Donc, c'est les thérapies ciblées à tumeurs agnostiques, thérapies ciblées à tumeurs cérébrales, et après les real-world data avec l'usage compassionnel des données français. Donc, ça, c'est des données qui ont été présentées. C'était des données d'un basket trial, une étude pan-tumeur, pour des patients en rechute avec des thérapies ciblées basées au profilage de la tumeur, avec différents bras qui avaient été déjà publiés dans les dernières années, mais ils sont présentés deux bras avec erdafitinib et avec les palbociclib. Donc globalement, un des bras erdafitinib, patient avec des anomalies de FGFR qui sont rares mais qu'on peut trouver dans des tumeurs pédiatriques avec tumeurs cérébrales plutôt, mais aussi dans d'autres tumeurs comme les sarcomes et les neuroblastomes. C'est une étude de monothérapie, monobras. Et globalement, la dose n'était pas définie chez l'enfant, mais ils ont fait une adaptation des doses chez l'adulte. Et on voit qu'il y avait 20 patients qui ont été inclus avec plutôt des tumeurs cérébrales, uniquement 3 patients sur 20 avec des tumeurs extracérébrales, avec 2 réponses partielles dans les tumeurs cérébrales, des toxicités similaires déjà connues chez l'adulte, et avec des résultats pas évaluables pour la population extracérébrale, parce qu'il y avait seulement 3 patients. Après, il y a notre bras, qui c'est le palbociclib, aussi monothérapie, monobras. Cette fois, on avait déjà la dose définie chez l'enfant. Et les mêmes schémas, globalement, 100% enrichment avec des anomalies dans la voie des cell cycle. Et globalement, ce qu'on voit ici, c'est l'inverse. C'est plutôt des tumeurs sarcomes, tumeurs extracérébrales. 23 patients qui ont été inclus, 20 patients évaluables pour la réponse. Cette fois, 0 réponse. Mais je pense que ça montre un peu l'évolution aussi en oncologie pédiatrique, dès que peut-être il faut réfléchir à ne pas faire des monothérapies monobras pour ce type, ou monothérapie pour ce type de patients, mais essayer de combiner ou aller directement vers les combinaisons. Et ça, c'est un peu l'évolution de la NCI Match, qui maintenant va s'appeler NCI Combo Match, dans lequel il y aura aussi des bras pour les populations pédiatriques. Et ça, je pense que c'est un peu le futur, mais c'est aussi le présent et le passé, ou le présent actuel en France. Et je voulais présenter, donc ça n'a pas été partagé à l'ASCO, mais c'est seulement rappeler qu'il a essayé des combinaisons pour les patients en rechute guidées par la biologie moléculaire. C'est quelque chose qui est disponible en France depuis 2016 dans une grande étude basket trial avec plein de bras qui ont ouvert, quelques bras qui ont fermé, qui ont été publiés, et avec un sponsor, Gustave Roussy, un PI, qui est notre chère Birgit Georger. Donc, rappelez, donc, les Américains vont aller vers ça, que ça fait quelques années qu'on est en train de faire en Europe. Donc, 2 études de biologie ou des thérapies ciblées pour les tumeurs cérébrales. L'étude Biomed présentée par Jacques Grill de Gustave Roussy, c'est ciblant la population des gliomes de tronc, que c'est une maladie, malheureusement, que c'est incurable aujourd'hui. Et c'est une étude qui a vraiment changé la dynamique de la recherche et des thérapeutiques en Europe pour ce type de tumeur. C'est la première étude en première ligne qui inclut la biopsie tumorale au moment des diagnostics et qui a adapté les types de traitements concomitants avec la radiothérapie selon les résultats sur cette biopsie tumorale.
Il y a différents traitements qui ont été randomisés, erlotinib, dasatinib et everolimus, avec plus de 200 patients qui ont été randomisés, avec un moyen d'âge de 8 ans. Et ça qui a montré cette étude, donc on pourrait discuter plusieurs minutes, mais on n'a pas le temps, mais c'est de dire la faisabilité de la biopsie au moment de l'inclusion dans ce type de tumeurs, qui n'était pas standard of care jusqu'à maintenant, grâce à Jacques, ça a changé en Europe. Et aussi, même si les résultats étaient avec des bénéfices limités, mais on voit qu'il y a une amélioration au niveau de overall survival pour les patients randomisés avec everolimus, avec un profil de toxicité qui était beaucoup mieux. Et c'est pour ça que c'est devenu le standard actuel. Il va être évolué dans les prochains protocoles Biomed, cette fois Biomed 2, dans lequel on va comparer l'everolimus avec les ONC 201. Une autre étude, cette fois les gliomes de bas grade, avec un pan-RAF inhibiteur, les toborafenib, et dans une étude qui est en cours, ils ont présenté les données des gliomes de bas grade avec des populations qui étaient en rechute, avec progression après une première ligne de traitement systémique. Je ne sais pas si on voit bien sur les slides, mais c'était plus de la moitié des patients avaient reçu plusieurs lignes de traitement. Il y avait 60% des patients avec une anomalie, un traitement déjà précédent par un inhibiteur des MEK, et c'est surtout des patients avec des fusions de BRAF. Et ça qu'on voit, je pense que c'est des données qui sont vraiment intéressantes, avec des réponses très importantes dans tout type de patients, traités ou pas traités avec des MEK inhibiteurs, avec des fusions avec des mutations de BRAF, avec un profil de toxicité tolérable. Et pour finir, seulement rappeler, donc Real World Data, accès l'usage compassionnel. Donc c'est une mise à jour de données qu'on avait déjà présentée l'année dernière dans une étude qui s'appelle SACHA, qui est un registre, une étude prospective en France pour collecter les données des patients avec un traitement hors AMM en usage compassionnel. On avait déjà présenté l'année dernière à l'ASCO. Cette année, on a présenté la collaboration qu'on a fait avec l'ANSM. Globalement, on a regardé tous les patients traitement innovants que l'ANSM a donné son accord au usage compassionnel en France entre 2020, 2021 et 2022. Et on a montré qu'on est capable de collecter ces données de ces patients, Real World Data, Safety, Toxicity, pour 2/3 des patients, en arrivant jusqu'à 100% des patients pour des corps qu'on considérait d'intérêt. Et c'est important de dire que c'est une étude qui est ouverte dans tous les centres de la SFC, donc je pense que c'est des choses qui vont donner beaucoup plus à parler dans les années à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Pendant que je le laisse du temps au public pour des questions, 2 questions très rapides. La première, quelle proportion de tumeurs à petites cellules sont positives pour DLL3, peu importe le primitif, juste se donner une idée? Ce qui est surtout connu, c'est pour les carcinomes bronchiques à petites cellules. Ouais. Pour les extrapulmonaires, on ne sait pas bien, mais on est à plus de 80% des tumeurs qui sont positives. D'accord. Et après, il y a des taux, il y a des intensités de marquage, et peut-être que c'est là où il y aura peut-être une petite finesse dans le biomarqueur, mais à ma connaissance, pour l'instant, c'est pas encore bien. Et moi, sur Sacha, est-ce que c'est du compassionnel ou c'est juste, vous avez le droit de prescrire quelque chose qui a une AMM même dans une autre indication sans faire réellement un programme d'ATU ou de... Donc Sacha, c'est les deux. C'est off-label, donc hors AMM, ouais. Et c'est compassionnel. Okay. Ici, il faut savoir qu'en France et en pédiatrie, jusqu'à maintenant, il n'y avait presque pas d'accès ATU des cohortes. C'est pour ça que j'étais étonné. C'est plutôt compassionnel. Donc c'est ATU nominatif, maintenant un accès compassionnel. Donc c'est ça qu'on a collecté. Après, c'est vrai que c'est en discussion parce que même l'HAS, on est en discussion au niveau de l'HAS pour voir si on peut utiliser le registre Sacha, parce que c'est déjà en cours et ouvert dans tous les centres, pour les accès précoces qui sont en train de devenir en réalité en pédiatrie, qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui. Merci, c'est pour Julien en fait. Pour les anticorps bispécifiques, là, j'ai pas vu dans les effets secondaires les épisodes infectieux. Enfin, est-ce qu'il y avait un point par rapport à ça ou... J'ai pas revu spécifiquement, c'était a priori pas la toxicité la plus importante qui est ressortie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, merci. Juste Jean-Pierre Lavant, merci. Merci de nous avoir annoncé l'arrivée de phase 1 chinoise de médicaments nouveaux qui débarquent à l'ASCO et qui prennent le pas. Il y a une production fantastique et on a vu une phase 1 RET. Et ma question est un peu dure, c'est la suivante. Actuellement, on reproche à la cancérologie de faire des efforts fantastiques pour des progrès incrémentaux et pas en rupture. Or, ça fait le 8e RET qu'on nous met sous les yeux. Et ma question est la suivante, c'est est-ce qu'il faut en avoir 15 encore pour avoir une lutte de combat en phase 3 ou est-ce qu'il faut passer à des choses un peu plus innovantes?
Non, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que j'ai enchaîné avec l'anti-DLL3. C'est pas encore tout à fait discuté dans le CMT. Après, on sait que c'est que 25% les résistances de RET. Donc, effectivement, je pense qu'il y a aussi de la séquence à travailler. Enfin, il y a tout un champ d'études là qui s'ouvre. On va avoir du travail dans les années qui viennent. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Merci beaucoup à vous deux de cet update ASCO 2023.